Bonsoir à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon milieu de semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission, la 39e émission de la Rafcha Info. Encore merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vois également ce qui se passe avec les replays, etc. sur ma chaîne YouTube. Merci encore pour tout le soutien. Je sais qu'il y a aussi la famille qui est derrière, des proches, ainsi que des personnes que j'ai pu découvrir aussi comment dire, à travers YouTube, à travers les réseaux, etc. Franchement, merci infiniment. Et comme je le dis souvent, ben voilà, la passion que ce soit cinéma, série, un peu de tout, ben, le fait qu'on se réunit entre passionnés, c'est vraiment super. Et continuons comme ça et ne perdons pas cette lancée. Et ce soir, de quoi parlerons-nous? Eh bien, c'est très simple. Daniel Craig, bientôt chez DC Comics. Fin de tournage de la saison 2 de Peacemaker. Une troisième saison officialisée pour la série Star Wars Vision. Aperçu du mythosaure de la série de The Mandalorian. Date de sortie avancée pour la série Skeleton Crew. Slumdog Millionnaire 2 en préparation. Un grand soutien de Christopher Nolan pour le support physique. Bien. Alors, je vais vérifier ceci, c'est bon. Et n'oubliez pas aussi que si vous me regardez aussi bien en direct qu'en replay, n'hésitez pas si vous avez des questions et compagnie de poser de toute manière, que ce soit ici sur le chat en direct ou en commentaire quand ce sera en rediffusion. Eh bien, je vous répondrai avec un immense plaisir. Voilà. Alors, c'est parti, commençons. Le réalisateur Luca Guadagnino et Daniel Craig, après avoir collaboré sur le film Keir, pourraient se retrouver de nouveau pour un film centré sur Sergent Rock pour DC Studios, comme l'avait annoncé en premier il y a quelques semaines le site Nexus Point News. Selon Deadline, le film serait le prochain projet de Guadagnino avant son reboot d'American Psycho et partirait donc en production très rapidement. D'ailleurs, l'écriture du scénario par Justin Kuritsky, qui a travaillé avec le réalisateur sur Challengers et Keir, serait déjà bien avancée. Pour l'instant, rien n'a été signé et le réalisateur tout pourrait encore capoter, mais le studio serait vraiment emballé par le projet. Et on peut les comprendre, le duo serait une énorme prise pour le DCU. On pourrait penser que le projet fait partie des projets Hereted, sur le point d'être validé, dont James Gunn parlait il y a peu. Daniel Craig incarnerait le personnage principal, Sergent Rock, un soldat de la Seconde Guerre mondiale, créé en 1959 par Robert Kanigher et Joe Kubert. Le film serait d'ailleurs l'occasion d'avoir la première apparition en live-action de G.I. Robot après son introduction dans Creature Commando. Nous devrions avoir plus d'informations prochainement. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez. Si vous, ça vous botte. Est-ce que c'est le fait de voir Daniel Craig dans ce rôle-là? Alors, justement, comme il y a déjà eu des... j'ai oublié le nom, mais n'hésitez pas à me dire dans quel film il est apparu également au militaire. Donc je me dis pourquoi pas. Et n'oublions pas également que pour cela... notre cher Daniel Craig, après James Bond, il voulait rejoindre une licence comme Star Wars. Il voulait également, pourquoi pas aller chez Marvel. Enfin voilà, il cherche à aller ailleurs. Si c'est chez DC, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà ce que l'on en sait par rapport à Daniel Craig. Peacemaker, saison 2, et bonsoir à toi Nicolas. J'espère que tu vas bien.
Peacemaker saison 2. C'est une fin de tournage pour la saison 2 de Peacemaker. James Gunn va enfin pouvoir un peu souffler, après avoir passé 10 mois consécutifs sur des plateaux de tournage, entre ceux de Superman et ceux de la série. Nous n'avons pas encore beaucoup d'éléments concrets sur cette deuxième saison, mis à part le retour de John Cena dans le rôle principal, ainsi que de Jennifer Holland, de Steve Eggy et de Freddie Stroma dans le rôle respectif. Nous avons pu voir un très court teaser de cette deuxième saison lors d'une vidéo promo de la plateforme Max. De plus, Gunn nous a appris que la première saison de la série était tombée canon dans le DCU, moins la scène du dernier épisode où la Justice League apparaissait. Excusez-moi. La saison 2 de Peacemaker doit arriver durant la seconde moitié de l'année 2025. Est-ce que vous êtes hype avec cette saison 2 ? Pas de souci, alors toutes mes condoléances, mon Nico. Je comprends tout à fait aussi que t'es pas trop répondu ces derniers temps, je comprends. Toutes mes condoléances, pardon. Donc, n'hésitez pas. Concernant Peacemaker, saison 2, alors comme vous le savez, à l'époque, il y a eu aussi... quand je dis à l'époque, c'était il y a quelques semaines aussi, en arrière, où tout d'un coup, James Gunn disait que pour Peacemaker, il y a des choses qui ne seront pas canon au DCU, notamment en rapport avec la Justice League, etc. Enfin voilà. C'est un peu confus tout ça, mais bon, on va voir ce que ça va donner pour Peacemaker saison 2. Malgré l'annulation de la série annoncée il y a plusieurs mois pour cause de faible audience, c'est sans prévenir que Lucasfilm, via le site officiel de Star Wars, déclare qu'une troisième saison pour la série d'animation Vision était en préparation. Pour rappel, Visions est une série d'anthologie où chaque épisode est réalisé par un studio d'animation différent. Les histoires n'ont absolument rien à voir entre elles, et elles ne sont pas considérées comme canon dans l'univers officiel. Il s'agit avant tout d'un moyen pour les studios de s'exprimer à leur guise dans l'univers Star Wars. Comme la première, cette troisième saison serait réalisée par des studios japonais, dont vous verrez la liste ci-dessous avec une sortie prévue courant 2025 sur Disney+. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Star Wars Vision. Alors, en tout cas, si je peux dire quelques mots concernant cette série, c'est quelque chose, au moins, quand on voit le visuel, ça ne donne pas envie. Pas de souci, Nicolas. C'est vrai que quand on voit ce visuel là, comme ça vous est apparu à l'écran, ça ne donne pas envie. Alors, certes, vous allez me dire oui, mais à l'époque, on a aimé Teen Titans chez DC Comics, plein d'autres projets également qui étaient un peu dans ce style-là. Alors pourquoi pas Star Wars? Sauf que Star Wars, en fait, c'est pas ça. On peut pas le transformer. Star Wars, il y a déjà un lore, il y a déjà un univers placé, il y a déjà... Voilà, ça a commencé avec des films. Puis après, voilà, il y a eu des univers comme ci, comme ça, mais... Transformer en manga, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que surtout que moi, je sais pas si vous aviez vu aussi quelques images. Quand je dis quelques images, ça veut dire aussi quelques scènes. Et c'est pas quelque chose qui m'attire. En fait, c'est comme si on inventait n'importe quel personnage qui puisse être doté d'un sabre laser et puis avoir la force en lui. Enfin voilà, c'est... Non, il faudra avoir une vraie histoire, etc. Là, comme c'est en train de dire, il s'agira d'un moyen pour plusieurs studios de s'exprimer à leur guise dans l'univers Star Wars. Alors, voilà, c'est... Disons que si on transforme un univers en manga, voilà, c'est comme par exemple, vous rappelez aussi avec l'univers qui s'est passé pour DC Comics, avec My Adventures of Superman. Souvent, comment est tournée la chose, c'est pas cool, mais ayant vu les trailers de Star Wars Vision, ça donne absolument pas envie, et puis on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un univers comme Star Wars? Voilà. Tout simplement. Et oui, je vois Star Wars Vision, c'était sympa à voir. Chaque vision et histoire différente, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a un fil rouge, et puis si à chaque fois,
C'est une histoire différente, il n'y a rien qui suit, etc. C'est pas top. J'aime bien quand il y a au moins une histoire, un fil rouge, un fil conducteur, voilà. À la base, simple symbole imprimé sur l'épaulette de Boba Fett, et bonsoir à Mulder. À la base, simple symbole imprimé sur l'épaulette de Boba Fett, le mythosaure, qui porte bien son nom, est très rapidement devenu un mythe dans la saga Star Wars. Malgré la popularité du symbole, de ce crâne cornu, il aura fallu attendre 2019 pour qu'il soit évoqué officiellement dans la série The Mandalorian, puis 2023 pour en avoir un petit aperçu sous l'eau durant la saison 3. On aurait pu penser que la grande révélation de son design intégral aurait été gardée pour le film The Mandalorian et Grogu. Mais non, puisque la nouvelle version du livre Star Wars Encyclopedia nous dévoile le mythosaure dans son intégralité et en pleine lumière. Il n'y a pas de souci, mais simplement que là, je vais pas, vu que c'est une émission, ça va se passer voilà comme ça. Je t'aurais fait rentrer avant. Mon cher. Avant que ça commence. Mais non, puisque la nouvelle version, justement, la Star Wars Encyclopedia nous dévoile le mythosaure dans son intégralité en pleine lumière, comme cette image-ci. Voilà à quoi aurait ressemblé le mythosaure. Est-ce que vous, donc là je pose à mes amis du chat, ainsi qu'à vous qui regardez en replay, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Et bonne soirée à toi Nicolas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le mythosaure, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé voir dans le film The Mandalorian et Grogu? Parce que là, on le dit que qu'il n'aurait pas forcément été gardé pour le film, enfin, qu'il n'a pas été gardé pour le film. Après, est-ce que c'est un moyen de cacher pour avoir cette surprise de le voir enfin dans un film Star Wars, vu qu'on a vu déjà ce symbole? Personnellement, je trouve que c'est une créature que j'ai envie de voir. Certes, comme je vous l'ai énoncé, on l'a entreaperçu dans la saison 3 de The Mandalorian. Mais de voir enfin le visuel comme ceci, ça donne vraiment envie de voir cette bestiole dans un film enfin voilà, dans le Mandoverse, tout simplement. Ça serait vraiment très kiffant. Star Wars Skeleton Crew. Surprise, alors que l'arrivée de la série Skeleton Crew est prévue dans moins de 10 jours sur Disney+, Lucasfilm décide de changer à la dernière minute sa date de sortie. Ce n'est plus le 3 mais le 2 décembre que les 2 premiers épisodes sortiront aux USA. Ce qui nous donne le 3 décembre à 3h du matin en France. Et n'hésitez pas à vous exprimer sur Skeleton Crew, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une série qui vous donne envie? N'est-ce pas le cas? Enfin, je veux dire, est-ce que ce n'est pas le cas? C'est vrai que, comme de la façon dont c'est vendu, alors on aurait pensé à l'espèce de chasse au trésor façon Star Wars. Certes, on dirait que c'est une espèce d'histoire originale, mais si on y réfléchit bien, c'est un peu comme si on vous proposait un espèce... alors, admettons que, je sais pas, le prochain projet original de Star Wars serait quoi, une espèce d'Indiana Jones à la Star Wars. Enfin voilà, là, beaucoup de personnes avec qui que j'ai côtoyé, aussi ceux qui sont dans le chat, à savoir Mother Fox William, Nicolas aussi, pensaient aux Goonies dès qu'on parlait de Skeleton Crew. Est-ce que ça vous dit de regarder un espèce de Goonies à la façon Star Wars? Comme si... Parce que là, je vous avoue que les trailers, en tout cas, que j'ai visionnés, c'était assez étrange. Alors, par curiosité, je regarderai sûrement. Mais c'est pas quelque chose qui me botte. N'hésitez pas à me dire si vous, par contre, ça vous botte de regarder ceci, ou alors si vous préférez rester à votre base, etc. Enfin voilà. Dans un paysage numérique, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus aussi, enfin si vous voulez évidemment interagir avec moi dans le chat, et surtout
en replay quand vous verrez dans les commentaires. Dans un paysage numérique désormais largement cannibalisé par le tout dématérialisé et en premier lieu le streaming, il y a quelque chose de rassurant à voir de grands cinéastes encore fermement attachés au support physique pour découvrir les œuvres. Christopher Nolan, qu'on ne présente plus, est de cela. Non seulement c'est un ardent défenseur de la pellicule 35 mm, mais aussi un inconditionnel du DVD Blu-ray UHD au même titre que son confrère Guillermo del Toro. Je pense que sur les versions physiques de mes films, les versions définitives en Blu-ray et en 4K, il y a beaucoup moins de compression, c'est un processus très spécifique, on peut contrôler la couleur des images, la luminosité, toutes ces choses. Quand on regarde un film en streaming, on n'a pas vraiment de contrôle sur la manière dont il est diffusé. Le fait de pouvoir tenir un film dans ses mains, de voir la pochette, l'affiche, les noms, c'est concret. En 2023, dans un entretien accordé au Washington Post, il s'est exprimé sur sa crainte de perdre définitivement certains films s'ils n'existent plus en format physique, mais uniquement en streaming. C'est d'autant plus vrai que, à titre d'exemple, Disney a régulièrement supprimé des dizaines de films de son catalogue Disney+, et sont désormais invisibles, à moins d'en avoir une version DVD ou en Blu-ray, ou encore l'exemple de la série Willow, qui a disparu du catalogue faute d'audience suffisante. Guillermo del Toro avait abondé dans le même sens que lui, en postant un message sur son compte X. Les médias physiques représentent presque un niveau de responsabilité à la Fahrenheit 451, où les gens mémorisaient des livres entiers et devenaient ainsi le livre qu'ils aimaient. Si vous possédez un superbe 4K HD, Blu-ray, DVD, etc. d'un ou de plusieurs films que vous aimez, vous êtes les gardiens de ces films pour les générations à venir. Alors que le marché du support physique ne cesse de rétrécir comme une peau de chagrin depuis des années, les éditeurs vidéo redoublent justement d'efforts et de passion pour offrir des éditions ultra qualitatives, doublées d'un complément éditorial fort pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Des pièces qui ne sont parfois éditées qu'en 500 ou 1000 exemplaires, s'arrachant presque instantanément lors des ouvertures des précommandes. En France, il y a encore de nombreux éditeurs qui font un remarquable travail, comme Potemkin, The Jokers, Elephant Films, etc. Si le chiffre d'affaires de la vidéo physique continue de décliner, le support continue malgré tout à résister. On a tendance à croire qu'avec la dématérialisation, tout est disponible en VOD, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et les éditeurs tels que nous apportons une plus-value qui passe par de très belles restaurations et des suppléments constitués d'archives ou d'analyses. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant ceci. C'est vrai que le DVD à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose que nous aimons avoir sur soi. Là, moi j'en fais partie. Beaucoup de personnes, ce que j'entends et ce que je vois qu'ils font, je trouve que c'est dommage. C'est pas bien du tout parce que la plupart de ceux que j'ai entendus depuis qu'il y a des plateformes comme Netflix, etc., ou même Disney+, voilà par exemple, pour prendre une comparaison, la plupart du temps c'est ils sont sur les plateformes, alors dans ce cas-là on va se débarrasser des DVD, Blu-ray, machin, tout ce que j'ai déjà, puis comme ça parce que j'ai tout sur la plateforme. Une grossière erreur en tout cas, je trouve, parce que qu'est-ce que vous allez faire si tout d'un coup il vous arrive une panne électrique, une panne informatique, etc., que vous ne pouvez plus aller sur justement vos plateformes? Eh bien, le problème, c'est que justement, que dire Mulder? Au passage, tous les films n'existent pas non plus en VHS, DVD ou Blu-ray. Alors, la plupart existent en VHS, n'existent pas forcément tout le temps en Blu-ray, ou DVD même, parce que là, c'est, disons, comment dire, il n'y a pas beaucoup qui sont remasterisés en fait, parce que la plupart des films que moi, par exemple, que j'ai connus tout petit, j'ai eu la VHS.
j'ai eu les VHS. DVD, il y a eu très peu de sorties, mais Blu-ray rien. Donc voilà, après ça dépend qui veut remasteriser tout ça. Alors après, là ça risque d'être dans un long débat puisque c'est voilà, on parle de remastérisation, maintenant on a Blu-ray, Blu-ray 4K aussi. Alors c'est vrai que la plupart du temps tu dis oui, mais vu qu'ils sont en train de faire quelques films, admettons Terminator 3, Terminator, voilà la saga Terminator. Tu te dis mais ils remasterisent le premier en 4K, le 2 aussi. Qu'est-ce que tu fais du 3, 4, 5, enfin voilà. Tu dois tous les faire. Il faut pas faire un par un. Parce que par exemple, si je prends l'exemple des Rocky, ils sont disponibles. Le coffret est disponible en 4K. Ils ont tout remasterisé en un coup. Alors je me dis, voilà. Et alors certes, il y a peut-être certains. T'es pas obligé de faire en 4K uniquement. Tu peux remasteriser en Blu-ray par exemple. Puisque voilà, le DVD c'est 720p, si je ne m'abuse, ainsi que le Blu-ray en 1080p. Bon après, comme vous savez, des fois avec nos logiciels, on peut faire en sorte que ça fasse du 4K. D'ailleurs, quand j'ai mon lecteur Blu-ray 4K, eh bien en fait, quand je regarde un DVD, j'ai une fonctionnalité qui fait en sorte que c'est comme si tu regardais du 4K. Et ça, c'est franchement génial. C'est génialissime. Donc voilà, après il faut, je pense, un certain logiciel, quelque chose comme ça pour qu'ils soient dedans. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour mes vidéos, je me dis pourquoi pas, vu que des logiciels existent. Donc je parle de mes vidéos reaction, hein, donc ils vont bientôt arriver, bien sûr. Donc je me dis pourquoi pas. Donc il y a des tas de choses qui existent aujourd'hui. Je me dis si on peut le faire, pourquoi pas eux. Enfin voilà, après je pense qu'il y a aussi le niveau coût, ce qui est tout à fait logique. Mais après voilà. Beaucoup de films n'ont pas connu de support physique après leur sortie ciné. Alors si tu parles de ceux d'aujourd'hui, malheureusement bon, il y a eu aussi, alors il faut prendre en compte avec le Covid, puisque la plupart euh, par exemple, avec le Covid, il y a eu très peu de films sortis au, comment dire, au cinéma et qui sont sortis directement sur plateforme, etc. Mais par contre, après, il y a aussi le débat de l'inverse, c'est-à-dire que tu sors un film directement en DVD alors qu'il aurait pu passer au cinéma. Voilà, il y a la même chose. Mais après, c'est pas une excuse. Parce que si tu es capable de faire pour quelques films, tu les fais tous. C'est soit tu fais pour tout, soit tu fais rien. À un moment donné, c'est logique pour des plateformes, je sais pas, Disney Plus par exemple. Certains films Disney ne sont pas disponibles en version physique, alors que la plupart des films Disney le sont. Alors à ce moment-là, c'est comme je le dis, c'est toi tu fais tout alors pour plateforme, mais également en format physique. Soit tu fais qu'en plateforme ou qu'en format physique. Il faut choisir. Tu peux pas faire, je sais pas, admettons, t'as plusieurs. Ben voilà, par exemple, La Belle avec le char. Quand j'ai vu déjà il était censé sortir au cinéma, ils ont annulé sa sortie cinéma. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben sur plateforme. Et aucune sortie DVD. Blu-ray 4K, alors que les autres films remake sont sortis dans les formats physiques. Alors c'est là où tu te poses des questions. Il y a aucune logique dans ce sens-là. Alors pas dans ce que je suis en train de dire, mais de ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme je dis, soit tu fais pour tout, pour tout, soit tu fais rien du tout et puis tu laisses sur ta plateforme. Mais à ce moment-là, voilà, et je peux comprendre la crainte des cinéastes comme Christopher Nolan, etc. Bah, comme j'ai cité tout à l'heure, Willow, ça je trouve que c'est une débilité de faire ainsi. Le fait que pour Willow, moi, c'est une série, moi j'ai connu le film, mais je n'ai jamais vu la série. Et c'est vrai qu'en série, je me disais pourquoi pas, je pourrais la regarder. Et puis elle est restée très peu de temps, et puis quand j'ai voulu la visionner, j'ai dit tiens, je devais taper Willow. Tiens, nulle part, il n'y a que le film. Bon, ben voilà. Donc, franchement, c'est débile. Et je me dis, si tu supprimes un film de ton catalogue, sur le format physique, et c'est pas totalement vrai
La plupart, quand je vois que tous les films ne sortent pas en DVD, si VHS, etc., ça sort. Sauf qu'après, il y a la langue. Voilà, la langue. Parce que si on prend des films, pardon, doublés en français, des films Disney par exemple. Moi, il y a plusieurs films de Disney, des vieux films Disney des années 60, etc., que j'ai vu quand j'étais petit, que j'ai vu en VHS. Eh bien, aujourd'hui en DVD, je ne les trouve pas en français. Mais ils sont en italien, ils sont en allemand, ou ils sont en langue originale. Et je crois même pas à certains films que j'ai aimés. J'ai pas trouvé en langue originale, mais après, bon, après il y a les régions, etc. Hein, quand ils disent les codes, région 1, etc. Mais, enfin bref. Mais tu les trouves pas en langue qui sont pour toi. Voilà, par exemple, j'ai plus trop en italien, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, après, il faut que les gens puissent... Alors, est-ce que c'est en redoublage? Je n'espère pas. En espérant, parce que si c'est redoublé, c'est franchement... voilà. Ça vaut plus la peine aujourd'hui. Donc voilà. Beaucoup de nanars sortis en VHS n'ont pas connu de sortie DVD. Ah oui, bon, ça oui. Et sortent en Blu-ray maintenant. C'était devenu un mode. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si tu parles de nanars. Après, moi, je te parle de films en général. C'est des nanars, oui. Les nanars, maintenant, ça sort de plus en plus. Même, je vois des sorties Blu-ray 4K, pour la plupart que je ne connaissais absolument pas. Donc, et qui peuvent être intéressantes à visionner, à regarder, pourquoi pas. La Belle et le Clochard, je t'ai parlé, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit le mot remake. Le remake live action. Le remake live action. Je te parle pas parce que tous les animations Disney, oui, sont sortis, puisque d'ailleurs j'en fais la collection, ils sont là. Enfin, tu les vois pas, mais ils sont vraiment derrière. Là, on voit mes Blu-ray 4K, tout à... euh, pour moi, c'est tout à gauche, pour vous, c'est tout à droite. Et c'est derrière. J'ai pas toute la collection des classiques d'animation, mais oui, La Belle avec le Chat en animation, évidemment qu'elle est sortie. Mais je te parle pas de ça, je te parlais du remake live action qu'ils ont fait, qu'ils avaient fait tout un truc pas possible. Alors, moi j'étais hypé, je disais tiens, ouais, chouette, il va sortir au cinéma, parce que c'est un film que j'ai même pas, je me souviens même pas avoir vu ça en animation, donc pourquoi pas. Et puis ensuite, je découvre le film d'animation. Sauf que tout d'un coup, on nous annonce que la sortie de La Belle et le Clochard est annulée directement sur plateforme Disney+, et aucune sortie en format physique. Et c'est là que tu te poses des questions. Donc voilà, pour revenir à cela, je suis tout à fait d'accord avec les cinéastes qu'ils ont peur, etc. C'est beaucoup mieux de garder nos formats physiques. Et enfin voilà, si tu sors un film au cinéma, si tu sors une série, une fois qu'elle même si elle est sur ta plateforme, tu peux la sortir en format physique. Je vois pas le problème. Parce qu'au moins, tu peux garder quelque chose aussi en soi. Parce qu'une plateforme, qu'est-ce qu'une plateforme? Qu'est-ce qu'une plateforme? C'est un endroit où tu as pas mal de contenu. Puis à un moment donné, tu as des nouveaux films, des nouvelles séries qui sortent, etc. Ben, il faudra en supprimer du contenu autre. Et puis voilà, donc tu pourras... en fait, cette boîte-là, avec tout ce qui sort aujourd'hui, elle pourra jamais rester ainsi, elle sera obligée de s'agrandir. Donc à un moment donné, si tu n'as plus de place, tu supprimes certains programmes, et puis comme ça fait de la place. Et donc c'est pour ça que je me dis, à ce moment-là, quand tu sors quelque chose, tu le sors aussi en format physique. Comme ça, au moins, il n'y a aucun souci, tu es sûr au moins de pouvoir rien louper, etc. Parce que c'est comme je dis, moi j'ai des tas de comment dire, en format DVD, etc. ou qui sont incomplets, parce que la plupart c'est sur les plateformes. Donc c'est comme j'ai dit, soit tu sors tout, soit tu fais rien du tout et tu laisses sur ta plateforme à la con. Voilà, c'est simple, rien de plus simple. Quand je parle de nanar, j'ai en tête un film avec Dolph Lundgren. Oui, non, mais après, quand on parle de nanar, voilà, je parle de nanar.
Mais oui, oui, non, mais je sais très bien ce qu'est un nanar, Mulder, t'inquiète pas, hein. Je sais très très bien ce que c'est, hein. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose qu'on m'apprend, t'en fais pas. Le 4, là, oui, bon, voilà. Très bien. Parfait. Mais voilà, soutenons ce genre de personnes. Et enfin, soutenons surtout le support physique. Parce que c'est quelque chose qu'on voudra toujours avoir. Voilà. Non, pardon. Presque 20 ans après ses 8 Oscars, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation, Slumdog Millionnaire pourrait bien avoir une suite. Slumdog Millionnaire 2 n'est pas encore lancé officiellement, mais selon Variety, la société de production Bridget 7, ou 7, dirigée par Sweat City et Grant Kessman, a obtenu les droits d'une suite. Bridge 7 a conclu un accord avec Cellador, la société qui avait produit le film original avec Film 4. Bridge 7 a également acquis les droits télévisuels de Slumdog Millionnaire. Il faut rappeler que le film réalisé par Danny Boyle en 2008 s'inspire librement du roman de Vikas Svarup paru en 2005. Son récit est universel, transcendant les frontières culturelles et géographiques, et il incarne le genre d'histoire que nous aimons. Celle qui relie le divertissement à des expériences humaines profondes. Ce qui rend Slumdog Millionnaire extraordinaire, ce n'est pas seulement son génie cinématographique qui englobe la narration, la musique et ses distinctions remarquables, mais aussi la façon dont il a réuni des talents du monde entier pour former une équipe qui gagne. Dans leur esprit, Slumdog Millionnaire 2 racontera le prochain chapitre du voyage de Jamal, incarné par Dev Patel. On ne sait pas encore si Boyle ou Patel ou d'autres membres du casting sont censés revenir. Le projet en est visiblement au tout premier stade de développement. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé par une suite de Slumdog Millionnaire. Si vous avez vu le premier, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, voilà, on parle de suite. 20 ans après, est-ce que c'est nécessaire pour vous, etc. Dites-moi ce que vous en pensez concernant ceci. Si je peux en tout cas dire quelques mots concernant Slumdog Millionnaire. Alors c'est vrai que je l'ai vu il y a un moment. Je l'avais vu en famille. Je sais même plus quel âge j'avais, donc c'est pour dire, il faudra peut-être que je le regarde. Peut-être que j'ai un vague souvenir. Mais en tout cas, il me semble que c'est quelque chose que j'avais bien apprécié. Il faudra que je le revoie à nouveau, je pense. Et puis après, je me dis, voilà, si c'est un Slumdog Millionnaire 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi? Tout simplement parce que, à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de suites qui ressortent 30, 20 ans après, etc. Alors, certes, Slumdog Millionnaire, excusez-moi, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a, par exemple, la question qui s'était posée aussi pour Blade Runner 2049. Il y a eu aussi pour Beetlejuice 2, qui s'intitule Beetlejuice, qui est sorti il y a quelques mois. En tout cas, c'est une question à se poser. N'hésitez pas à répondre. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Si vous avez vu Slumdog Millionnaire, que vous avez par exemple apprécié ou pas, dites-le moi. Et surtout, voilà, est-ce qu'une suite sera nécessaire? N'hésitez pas. Vu à l'époque et bien aimé, grosse surprise, nous dit Mulder. Il y a eu l'Oscar, je crois, et bien mérité. C'est ça, c'est ça. Et ah voilà, l'exemple parfait, c'est Joker. Alors, Joker est pas venu, voilà, il est venu quelques années plus tard, hein, quand même, 5 ans après, mais quand même, une suite qui a beaucoup moins fonctionné. Vous avez le Joker et puis Joker 2. Donc voilà. Après, parce que j'ai pas vu Beetlejuice, mais je sais que le premier était beaucoup apprécié. Et le deuxième, c'était un peu... Enfin voilà, c'était un peu avec la balance.
C'est vrai que de Blade Runner 2049, il y a eu un peu aussi ce même genre de truc. Donc c'est pour ça que moi je vous pose la question. Est-ce que oui, est-ce que non? Euh, voilà, donc Mulder nous dit qu'il a aimé Blender 2049, Beetlejuice. Alors, Mulder, à toi de me répondre aussi sur le chat. Et n'hésitez pas aussi. Est-ce que, vu qu'on a aimé, on a envie de se voir ce Slumdog Millionnaire 2, souvent comment l'histoire peut être racontée? Parce que là, pour le moment, on n'a pas d'informations supplémentaires. Quoique, justement, le premier, c'est quand même inspiré d'un roman. Est-ce qu'à ce moment-là, un roman sera peut-être écrit pour aussi, enfin voilà, pour être la suite de Slumdog, etc., pour ensuite être adapté en film pour le Slumdog Millionnaire 2? Euh, et justement, comme on dit, souvent l'histoire, est-ce que ça peut être intéressant? Pourquoi pas? Moi, en tout cas, je dirais, pourquoi pas? Bien, excusez-moi. Alors, oui, pardon, excusez-moi. Dans tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la 40e émission. Alors, ce n'est pas parce que c'est la 40e qu'il y aura quelque chose de spécial. On verra peut-être pour la 50e, etc. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, la semaine prochaine, ce sera la 40e émission. Je pense qu'avec Mulder ainsi que Nico, peut-être qu'ils seront là. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de cette émission. Toute critique est bonne à prendre, comme je le dis toujours. Que la passion continue ainsi. Voilà, chacun a le droit à son propre avis, bien évidemment, mais en tout cas que cette passion du cinéma, série qui nous réunit, continue d'exister. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à mercredi prochain. Bye bye.